Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malik Rajan, je suis le fondateur du Club du Pricing qui répond aux besoins de plus de 2500 professionnels du pricing en France et plus de 3000 additionnels en Europe. Si vous n'êtes pas encore adhérent, sachez qu'en le devenant, vous pourrez accéder gratuitement à tous nos événements, retrouver tous les replays avec des dizaines d'heures de vidéos en ligne et avoir accès au PDF des présentations passées. Hop. Voilà, pour démarrer tout de suite, le thème d'aujourd'hui est un thème brûlant qui nous concerne tous, que l'on soit pricer ou non, que l'on soit recruteur, candidat ou même un salarié qui se pose des questions sur la justesse de sa rémunération. Nous vivons aujourd'hui un tournant sur le marché de l'emploi avec des candidats qui sont de plus en plus en position de force, des recruteurs qui peinent à trouver chaussures à leurs pieds et lorsqu'ils arrivent à trouver la fameuse chaussure, se retrouvent parfois à payer des Minelli au prix de Louboutin. Pour bénéficier d'un éclairage d'experts sur ces sujets, j'ai le grand plaisir d'accueillir d'abord Marion Lélu, qui a 15 ans d'expérience en management, en ressources humaines, en innovation sociale. Elle est aujourd'hui consultante RH et coach. Elle accompagne d'ailleurs régulièrement le Club du Pricing sur des missions de recrutement pour des managers pricing et des directeurs pricing. Bonjour Marion. Bonjour à tous, bonjour Malik. Nous avons également la chance d'accueillir Didier Vrignot, qui fait partie de notre Board of Advisors. Didier a 30 ans de métier chez Manpower autour de fonctions de contrôle de gestion, d'administration des ventes et surtout la création, il y a 10 ans maintenant, un peu plus peut-être, du département pricing qu'il continue de diriger. Bonjour Didier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer 3 sujets: l'évolution du marché de l'emploi en général, un zoom sur les métiers du pricing, et enfin, les recommandations aux recruteurs et aux candidats. Nous gardons 5 minutes en fin de séance pour vos questions, et donc n'hésitez pas à commencer à les poser dès maintenant dans l'onglet discussion qui se trouve en bas. Pour ouvrir le bal, Marion, dans ce que tu observes aujourd'hui, comment se manifestent les tensions sur le marché de l'emploi? Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte inadéquation en ce moment entre les attentes des candidats et celles des recruteurs. Du coup, il y a un fort besoin en main-d'œuvre là et de grandes difficultés à recruter, comme tu disais Malik. L'enquête annuelle de Pôle emploi démontre ça. Il y a plus de 3 millions de projets de recrutement en 2022, ce qui est plus de 12% par rapport à 2021. Et 58% des projets d'embauche sont jugés difficiles. Donc, ça veut dire que les recruteurs ont des difficultés à mener à bout leur projet de recrutement. Et une autre enquête qui est assez intéressante et complémentaire, c'est une enquête de la DARES qui montre qu'à l'inverse, le nombre de démissions augmente. Donc, démissions en CDI qui ont augmenté de 20% par rapport à 2019 et aussi les ruptures anticipées de CDD qui augmente énormément, plus 26% là en 2 ans. Voilà, donc on voit qu'il y a à la fois pas mal de gens qui quittent leur poste et des recruteurs qui ont de grandes difficultés à trouver les bonnes personnes. Ça se situe plutôt sur les métiers en tension, bâtiment, hôtellerie, santé, notamment. Pas mal aussi sur les petites entreprises de moins de 50 salariés, mais pas que, puisqu'on le voit autour de nous, c'est vraiment partout. Et on en reparlera. Mais voilà, en tout cas, il y a 9 employeurs sur 10 qui estiment que les recrutements auront lieu, mais ils prennent plus de temps. Et ça veut dire qu'il y a des conditions qui doivent évoluer pour faire cette rencontre entre les attentes des candidats et celles des recruteurs. Super. Merci beaucoup Marion. Didier, est-ce que déjà tu converges avec Marion? Est-ce que cela se retrouve dans les indicateurs que vous suivez chez Manpower? Oui, Malik, effectivement, hein, je confirme tout ce que dit Marion. Les tensions existent. Bon, c'est largement relayé dans les journaux. On en entend beaucoup parler. On a chez Manpower mené une étude au niveau international auprès de 5000 acteurs et 70% des recruteurs confirment des difficultés, mais très importantes, pour recruter le talent qu'ils attendent. Il y a aussi ce côté d'inadéquation, comme le soulignait Marion.
Les recruteurs, les professionnels du métier le confirment tous. Et c'est vrai au niveau international. C'est un point à noter, ça ne touche pas que la France. Alors, des manifestations, il y en a pas mal, hein, et tu l'as dit, Marion, les délais de recrutement s'allongent parce que finalement, on n'arrive pas à trouver la personne qu'on recherche, pas exactement le profil. On en parlera sûrement, il y a une question aussi d'inadéquation. Les délais donc s'allongent. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues faute de candidats. Et ça aussi, c'est en train de progresser, d'aller vers les 10%. Et on estime autour de 10% à date. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça veut dire que c'est sur ces 10%, il n'y a vraiment pas de candidats. Et donc, ça touche assez largement tous les types d'entreprises, tous les secteurs d'activité. Et ça se traduit aussi, ces tensions, par l'offre et la demande. Hein. Pour des pricers, c'est très logique. Les salaires augmentent. Et ce qui est assez notable, donc 30%, hein, dans notre étude, 30% des employeurs nous ont dit, en cours de processus de recrutement, on a revalorisé le salaire qu'on va proposer. Quand même, voilà, ça donne une indication qui est intéressante à noter. Et les critères de recrutement évoluent au cours du processus. On a bien sûr donc cette question des salaires, mais on a aussi la question des exigences des entreprises, et on voit les exigences finalement diminuer au cours du processus. Et on cherchait quelqu'un d'assez senior en termes d'expérimentation. On va accepter, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, de prendre quelqu'un de plus junior et finalement de l'accompagner après, ou alors on va, au niveau des compétences, avoir un tout petit peu moins d'exigences en se disant, je vais l'intégrer et on va le former aux outils qu'on utilise dans l'entreprise, et en particulier dans l'IT. Parce que là, il y a des métiers qui évoluent très vite. Et ce point fait que l'entreprise va chercher quelqu'un qui est plutôt rare sur le marché, mais qui finalement n'existe pas vraiment, en tout cas qui n'est pas disponible. Et donc, il faut accepter de revoir à la baisse aussi les compétences techniques des gens qu'on recrute pour prévoir un accompagnement, une intégration, une formation par la suite. Donc, ça se manifeste finalement par plein d'indicateurs qui convergent tous. Par exemple, aussi le fait que chaque candidat a plus d'offres que précédemment. Donc là, c'est l'offre et la demande. Et la question de fond, c'est les tensions sont bel et bien là, ça c'est certain. Je confirme tout ce que tu disais, Marion. Et la question, c'est pour durer, point d'interrogation. On l'espère tous. Le contexte économique est important aussi dans cette réponse. Ok, merci Didier. Ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que quand tu évoques les 30% de recruteurs qui revalorisent les salaires en cours de process de recrutement, ça montre bien qu'on est en plein dans cette transformation. On est en train de la vivre. Le recruteur n'anticipe pas cela auparavant. Donc le marché est en train de changer. On voit bien qu'on est en train de passer d'un marché de recruteurs vers un marché de candidats, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pour rebondir aussi sur ton point du nombre d'offres disponibles proposées à des candidats aujourd'hui, je discute régulièrement avec des recruteurs et des cabinets de recrutement qui évoquaient auparavant 2 à 3 offres proposées à des candidats en recherche active. Aujourd'hui, on est plutôt à 5 ou 6 offres proposées en parallèle. Ce qui montre effectivement l'incertitude sur le fait que les candidats vont l'accepter, rejoindre la société ou bien y rester. Je crois que Didier, tu nous parlera tout à l'heure du taux d'attrition. Et ça se traduit évidemment aussi par des process de recrutement plus longs, avec plus de candidats contactés, plus incertains. Mais alors, Didier, est-ce qu'on peut réellement parler de pénurie de talent, ou est-ce qu'il y a pour toi d'autres raisons qui expliquent les difficultés actuelles des employeurs à pourvoir leur poste? Oui, c'est la question que se posent les recruteurs. Et c'est indéniable que ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a une tension, et donc la tension, elle vient de la pénurie. La pénurie touche aujourd'hui beaucoup les qualifiés, les talents, mais pas que. Elle touche aussi les métiers qui ont des conditions parfois difficiles. Par exemple, les horaires décalés, travail de week-end, donc tout ce qui va être tourisme, hôtellerie, souffre.
et ce n'est pas forcément des métiers hyper qualifiés, mais les conditions sont aussi un des sujets. Donc, il y a d'une part le manque de talent quand même. Ce manque de talent, d'ailleurs, ne vient pas du fait que le nombre de talents diminue, mais globalement, ça vient du fait d'une hausse du nombre d'offres d'emploi. Et on a un chiffre qui nous a interpellés, c'est que près de 90% des entreprises dans notre étude contactée nous ont remonté qu'elles allaient procéder à des recrutements. Donc, c'est un nombre extrêmement élevé. Et alors, une des raisons de cette hausse du nombre de recrutements qui entraîne quelque part ce déséquilibre entre offre et demande, c'est qu'il y a aussi une forte hausse des démissions et des départs. Et pour 57% des 90%, c'est dû au fait de remplacer le turnover. Et ce turnover augmente. Voilà. Et on le vit, nous, par exemple, au sein de l'entreprise. Et ça a été x10, donc c'est parfois extrêmement significatif. Donc, il y a un manque de talent essentiellement par la hausse du nombre de recrutements. Et il y a aussi un manque, une pénurie, et là c'est une deuxième raison, et qui n'est pas le manque de talent à proprement parler, qui est une inadéquation entre le profil qu'on recherche et les profils qui sont disponibles sur le marché. Ça vient entre autres d'une évolution rapide des métiers aussi. C'est-à-dire que la formation initiale n'arrive pas toujours à aller à la vitesse des entreprises et de l'évolution des métiers. Donc, alors d'où d'ailleurs le développement de l'apprentissage dans les formations initiales, mais pas que. D'où le fait qu'il faut investir dans la formation. Et c'est d'ailleurs, ce point-là touche les attentes des candidats parce que les profils aussi ont des attentes qui ont évolué, ce qui rend la pénurie plus visible. Et dans ces attentes, et Marion, tu l'as dit, il y a la quête de sens. Hein. Les candidats recherchent des entreprises dont ils sont fiers. Ça, c'est absolument indéniable. Et dans notre étude, le premier critère de recherche des candidats, c'est une entreprise qui leur convient bien. C'est-à-dire qu'ils veulent en être fiers, mais ils veulent aussi un environnement de travail, au sens large, propice à leur épanouissement personnel. Et on voit des candidats rechercher l'adéquation vie personnelle, vie professionnelle. Donc, tout ça concourt à la pénurie, quoi. Mais si on doit le résumer, c'est vrai que c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises, d'employeurs qui recherchent et que ça crée un déséquilibre. La population, la démographie n'est pas neutre d'ailleurs. La population active n'augmente pas à la vitesse des besoins. Ça explique ce point. Et puis, cette inadéquation qui vient beaucoup aussi de l'évolution des attentes des candidats et de la recherche de sens et d'un environnement propice. La QVT, c'est un mot que maintenant tout le monde connaît, mais il y a 10 ans, on ne voyait absolument pas de quoi. Qu'est-ce que ça recouvrait ceci? La qualité de vie au travail est extrêmement attendue. Et enfin, nous, on voit des candidats qui, première question, c'est quoi le télétravail? Est-ce que vous avez un accord de télétravail? Est-ce que je peux gérer mon télétravail à ma guise ou est-ce qu'il m'est imposé? Voilà, c'est des questions qu'on rencontre de plus en plus. Donc, il y a cette inadéquation qui crée une forme de pénurie. Marion, est-ce que tu partages ce constat autour de l'inadéquation des profils et de l'évolution des attentes des candidats? Oui, je partage complètement. Et pour compléter, moi, en fait, il faut que les recruteurs ils changent de logiciel. En fait, on est resté sur un ancien système. Et là, il faut l'actualiser puisque les candidats n'ont plus du tout les mêmes attentes. La crise Covid est passée par là. Enfin, voilà, on est quand même dans des changements majeurs. Et sauf que les recruteurs sont encore sur leur ancien système. Et aujourd'hui, il faut vraiment actualiser ça pour faire la rencontre entre leurs attentes et ce que proposent les entreprises aujourd'hui. Et même dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, qui a toujours été un secteur assez préservé, parce qu'effectivement, comme le disait Didier, les candidats sont en quête de sens. Et bien même là, on voit une chute énorme du nombre de candidatures. À peu près, il y a un article là, dans les Échos qui est sorti, une tribune récemment, qui montre qu'il y a une chute de 60% des candidatures. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment là un changement de paradigme et le pouvoir dans le process de recrutement est vraiment passé du côté des candidats en ce moment. Ok.
Merci Marion. Je vous propose de continuer à creuser cette question de l'évolution des attentes des candidats. Je me tourne maintenant vers l'audience, et en particulier à ceux qui recrutent dans l'audience, pour voir comment vous percevez cette évolution des attentes des candidats lors de vos recrutements. Et pendant ce temps, je laisse Didier planter le décor. Pour toi, Didier, en quoi les attentes des candidats ont-elles évolué? Alors, c'est une tendance de fond hein, qui existe depuis plusieurs années, mais je crois qu'elle s'est nettement accélérée à la sortie de la pandémie. Effectivement, la pandémie a mis en évidence qu'on fait aussi un travail par rapport au sens et à l'utilité qu'il apporte à la société. Et la préoccupation, et il y a eu un mélange entre la pandémie et les enjeux climatiques qui font que c'est une attente qui est devenue extrêmement claire et surtout la grande différence, elle s'exprime de la part des candidats. Et ils l'expriment désormais assez clairement, hein, assez ouvertement. Alors, l'étude Manpower a montré que le premier critère de ce qui est recherché par les candidats pour un poste, c'est finalement pourquoi je me lève le matin. C'est le sens à mon travail. Et c'est à 42%. Le deuxième critère, il ne faut quand même pas le négliger et dire que ça n'existe plus, c'est quand même le niveau de salaire. Le niveau de salaire est un point important. Ce qui est un peu nouveau sur la partie salaire, c'est que désormais, les candidats intègrent tout et intègrent aussi les avantages. On peut parler des tickets resto, on peut parler de tout ça, mais ça peut être par exemple des avantages comme un smartphone, comme une voiture de fonction. Et tous ces points sont mis dans la balance. Donc, on voit les candidats finalement faire un espèce de SWOT, hein, et ils posent le plus, le moins, enfin très rationnel, et ils se déterminent à partir de ça. Et le troisième élément qui est mis comme critère de sélection après, le sens. Et d'ailleurs, sur le mot sens, faut bien avoir en tête qu'il a deux significations, hein. C'est d'une part la signification de mon travail, enfin voilà, mais c'est aussi la direction. C'est-à-dire l'évolutivité aussi du poste est un point important. Et est-ce que ça va m'apporter quelque chose à moi et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle par rapport à un parcours? Donc, c'est ça aussi la quête de sens, hein. Le deuxième point, c'est le salaire. Le troisième, c'est l'environnement. Et dans l'environnement, j'ai illustré tout à l'heure avec les questions autour du télétravail, mais c'est aussi l'environnement physique, hein. L'environnement physique de l'entreprise, est-ce que c'est loin de chez moi? Est-ce qu'il y a des transports en commun? Est-ce que je vais avoir une bonne expérience avec mes collègues? Est-ce que le manager, je vais avoir un relationnel avec le manager qui va me satisfaire? Toutes ces questions surgissent aujourd'hui et les attentes des clients. Alors, on a parlé dans notre étude hein, du basculement du monde du travail, c'est-à-dire que les candidats attendent plus de leur poste aujourd'hui qu'hier. Donc, l'exigence a monté, mais elle a monté du côté des candidats. Si bien que ça amène les recruteurs, eux, à baisser un peu d'exigence parfois pour attirer, séduire. Donc, c'est ça le basculement, et c'est le titre de notre étude, c'est le basculement vers, comme l'a dit Marion d'ailleurs, le pouvoir dans la relation candidat-recruteur bascule du côté du candidat et l'entreprise doit se vendre. Il ne faut pas qu'elle hésite à se vendre, et on voit beaucoup d'offres d'emploi pas forcément bien rédigées et qui n'utilisent parfois pas les bons canaux aujourd'hui, parce que pour être attractif, il faut aussi aller sur les bons canaux de sourcing. Merci Didier. Ça se retrouve dans ce que partage l'audience avec nous, hein, donc moins de candidats disponibles. Ils doivent, les personnes qui sont dans l'assistance doivent vendre davantage la société et répondre à des demandes de salaire plus élevées. En revanche, on voit que les demandes de formation, il n'y en a pas en tout cas dans les négociations avec les personnes dans la salle, pas trop de demandes de télétravail, peu d'exigences sur des avantages en nature. La quête de sens arrive, mais en quatrième position dans ce qui est remonté. Marion, est-ce que tu souhaites compléter ce tableau? Peut-être juste parce que beaucoup de choses ont été dites, et je rejoins tout à fait ce que disait Didier. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai enjeu d'équilibre pro-perso qui est beaucoup plus fort. Et dans les derniers recrutements qu'on a menés
du coup avec le club du pricing qui propose aussi des missions de recrutement et qui peut accompagner les entreprises là-dedans. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des personnes pour qui ça devient un facteur clé en fait, et qui ont pu refuser des propositions de poste ou en tout cas d'aller plus loin dans le processus de recrutement parce que ça leur demandait trop d'impact sur leur vie familiale et personnelle, chose qu'on voyait peut-être moins auparavant. Donc cet enjeu-là de comment cet équilibre pro-perso est préservé est vraiment en train d'arriver sur le devant de la scène, notamment pas mal pour la génération des trentenaires, quarantenaires. Ok, merci Marion. Didier, est-ce que ces phénomènes pour toi sont conjoncturels, de courte durée, ou est-ce qu'il s'agit d'une tendance durable? Et dans ce cas, à quelles évolutions est-ce qu'on peut s'attendre? Comme oui, je le disais tout à l'heure, c'est une tendance qui était déjà existante depuis plusieurs années et qui s'est accélérée. Et rien aujourd'hui ne nous fait dire que ça ne va pas durer. Bien au contraire, les candidats expriment de plus en plus le fait que le travail fait partie de la vie et du bien-être finalement individuel. Et c'est aussi cette recherche de cette adéquation entre la vie perso et vie professionnelle qui drive cette tendance lourde, hein, très clairement. Et je crois que c'est fait pour durer parce qu'on est quand même de plus en plus, entre guillemets, individualiste et on veut un peu tout à la fois. Et c'est légitime, hein, et on veut aussi de l'autonomie. Et donc, ça s'inscrit dans les critères de recherche des candidats, dit ou pas dit, ça existait avant en fait. Et je pense que la vraie tendance, c'est que ça se dit plus aujourd'hui. Les candidats l'expriment plus aujourd'hui. Et la pandémie l'a accéléré. Pourquoi ça devrait durer? C'est que il y a aussi un autre point, c'est que les métiers vont évoluer, vont continuer d'évoluer et très vite. On dira peut-être un mot du digital. Le digital percute beaucoup de métiers aussi. Les évolutions vont vite, si bien que les candidats ils doivent en permanence être adaptés, mais ça veut dire aussi qu'il y aura toujours beaucoup d'offres d'emploi pour ces raisons-là. Donc, il y a un curseur qui est du côté du candidat pour un temps assez long. En plus, la démographie est en train de rendre ce point de plus en plus crucial. La population active augmente pas à la vitesse du développement économique, on va dire, et avec des pays qui sont émergents, avec des pays qui veulent monter en qualité de vie. Et donc, ça amène une offre d'emploi qui continue d'accélérer, enfin d'être importante en fait. Et la démographie n'y répond pas à 100%. Le digital pourra peut-être le permettre, donc le curseur va rester, à mon avis, durablement du côté candidat. Okay. Et ça explique qu'ils s'expriment, parce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent dire les choses. Merci Didier. J'accélère un petit peu parce que je vois que l'heure tourne et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des métiers du pricing. On va garder 2-3 minutes à la fin pour les questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc, pour parler plus spécifiquement des métiers du pricing, j'observe via le club une accélération du développement de nos métiers avec la crise du Covid-19 et ses suites, puisque la question du prix, avec l'inflation, de la croissance rentable et de l'omnicanal sont discutées tous les jours dans les comités de direction. Donc, le pricing a vraiment le vent en poupe, côté recruteur, avec des métiers qui sont davantage valorisés, encore plus valorisés aujourd'hui. Côté pricer, il y a également une volonté de tester le marché pour soit renégocier leur salaire ou bien évoluer favorablement, avoir une belle évolution de carrière. Marion, d'après toi, qui travaille régulièrement sur des missions de recrutement en pricing avec le club, en quoi les métiers du pricing sont-ils particulièrement difficiles à staffer aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs enjeux dans un recrutement de pricer, de head of pricing. Il y a à la fois, il faut trouver un équilibre entre quelqu'un qui a des savoir-faire techniques très forts, donc une expertise pricing, mais aussi des compétences relationnelles. Parce que quand on est pricer, on attend une grande adaptabilité, une capacité à être diplomate, à embarquer, à l'idée, à mener le changement.
Voilà, donc déjà, il y a cet enjeu-là qui est complexe parfois de trouver chez un même candidat toutes ces qualités réunies. Également, l'environnement de l'entreprise, est-ce qu'elle travaille en B2B ou en B2C, ça va pas mal jouer. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher des candidats qui ont cette expérience-là. Et puis ensuite, il y a la question du background. Est-ce que la personne a plutôt une expérience marketing, finance, commerciale? Et là aussi, ça va jouer par rapport à l'expérience du candidat et le profil qui est recherché au sein de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on cible petit à petit des profils qui sont assez difficiles à identifier et du coup à recruter. Effectivement, alors, changeant complètement, j'ajoute 2 éléments. D'abord, le fait qu'il est difficile pour un directeur commercial ou marketing d'évaluer un expert pricing lors du recrutement sur ses compétences métiers. Et puis, 2, les sociétés qui ne bénéficient pas d'une notoriété très forte, comme un LVMH par exemple, et je pense à des sociétés du B2B qui sont parfois considérées comme moins sexy, des sociétés B2B en région, encore moins sexy, encore plus de mal à attirer. Elles ont plus de mal que d'habitude à être visibles et à attirer les candidats lorsqu'elles recrutent par elles-mêmes, ce qui renforce cette pression sur des métiers, des compétences rares comme le pricing. Didier, toi qui as recruté l'an dernier, qui vois bien les changements actuels du marché, qu'est-ce qui rend pour toi les fonctions pricing difficiles à staffer? C'est un peu ce que dit Marion, finalement, c'est un peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'on attend de lui beaucoup de choses, quoi. Effectivement, qu'il ait des compétences techniques. En plus, c'est un métier qui est au carrefour des fonctions commerciales, des fonctions marketing, des fonctions financières. Donc, il doit avoir une technique dans ces 3 domaines. Et l'autre point, c'est qu'il n'y a pas non plus, on n'a pas de formation de pricer dans nos écoles. Donc, voilà, il n'y a pas de jeunes qui sortent directement de ces écoles-là, il faut les former. J'ai eu aussi recruté quelqu'un que j'ai accompagné, formé et qui sortait d'une école de commerce. Et donc, quand on veut trouver quelqu'un d'expérience, ce n'est pas évident parce qu'au fond, tout le monde veut les meilleurs. Et il y a plus d'offres que de candidats. Ça, c'est clair aussi. Donc, ce déséquilibre fait qu'à un moment donné, on veut tous les meilleurs. Et bien, les meilleurs, ils vont choisir les meilleures entreprises, entre guillemets. Et donc, quand on est un peu moins sexy, c'est beaucoup plus difficile pour une entreprise. Et c'est là où il faut ajuster ces critères de sélection et parfois accepter d'accompagner quelqu'un dans une montée en compétences. Et voilà, voilà, ça rend les choses difficiles parce que des pricers, bah oui, il n'y en a pas par rapport aux demandes. C'est un métier émergent, hein. C'est aussi un point important, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'offres sur le pricing parce que c'est d'abord le business model des entreprises de e-commerce. Donc déjà, de plus en plus de sociétés, leur modèle se digitalise. Bon, je pense au tourisme, l'hôtellerie, et là, les prix se font, il faut des expertises. Et donc, il y a des besoins croissants, et en même temps, on n'a pas plus de pricers. Voilà, la fonction est émergente, en fait. Ok, merci. Alors, j'annonce d'ores et déjà que le sujet est passionnant et je n'ai pas du tout envie de couper court. Et donc, j'annonce qu'on va prendre 5 à 10 minutes de plus pour celles et ceux qui peuvent rester. Si vous avez un rendez-vous juste après, on vous enverra le replay pour que vous puissiez avoir l'ensemble des informations qui seront partagées lors de ce webinaire. Mettons-nous dans la peau d'un pricer qui candidate. Marion, comment bien se vendre quand on est pricer et quels sont les écueils à éviter? Alors, ça fait un peu le lien avec ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire que du coup, quand on est pricer, c'est vraiment valoriser les compétences, les soft skills, les compétences relationnelles, bien sûr les compétences techniques aussi, hein, ça va sans dire, je pense qu'on n'a pas besoin de le mentionner. Mais voilà, vraiment ces compétences relationnelles-là, valoriser des expériences d'accompagnement d'équipe, de transformation qui ont été réussies. Également, éviter tout ce qui est rigidité, fermeture, éviter le passage en force. En fait, ça, c'est vraiment des éléments qui vont être très décisifs pour ne pas sélectionner une candidature si on voit un candidat qui est très dans le passage en force. Et également aussi, ce qui est intéressant, c'est de valoriser la capacité à travailler avec différents interlocuteurs. Parce qu'un pricer va être amené à travailler avec plein de services
et plein de niveaux aussi hiérarchiques. Il va autant travailler avec le codir qu'avec les équipes commerciales de terrain, etc. Et donc ça, c'est vraiment important à montrer aussi cette capacité-là à bosser avec plein d'acteurs différents, également dans un univers international, parce qu'on est souvent sur des rôles qui vont avoir une dimension multiculturelle assez rapide. Ok, alors effectivement, et pour compléter, je pense que le candidat pricer doit comprendre que derrière un titre qui va être identique, chaque société a des besoins différents en matière de pricing. Dès lors, la définition même du pricing va pouvoir être différente et parfois implicite, donc il faut savoir lire entre les lignes. Certaines sociétés vont chercher quelqu'un qui va produire des analyses complexes et des recommandations, d'autres quelqu'un qui va piloter le changement de l'organisation, et donc un pricer avec une excellente culture commerciale. Il va y avoir des pricers qui vont être attendus sur des sujets plus finance ou contrôle de gestion, dans des sociétés moins matures, et puis peut-être d'autres qui vont devoir être des couteaux suisses capables de faire un peu tout cela à la fois. Donc pour moi, le premier enjeu pour les pricers, c'est de bien comprendre ce que la société recherche pour savoir, évidemment, si on a le bon profil, et puis pour ciseler son discours autour de ce qui est attendu, plutôt que rester généraliste et risquer de ne pas faire la différence par rapport à d'autres candidats. Ensuite vient la question du salaire. Et alors, je me tourne une nouvelle fois vers l'audience avec ceux qui ont l'amabilité de rester avec nous, et à nouveau, je m'excuse pour ce dépassement de timing. Si vous êtes candidat, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles augmentations de salaire vous demandez actuellement? Et pendant ce temps, je vais partager avec vous les résultats d'une étude de salaire qui a été conduite en fin d'année dernière, à l'automne dernier. Vous devriez pouvoir voir mon écran et qui vous donne, en fonction des niveaux de seniorité, des niveaux de salaire en fixe et en variable. Vous voyez qu'il y a une forte progression entre 3 et 10 ans d'expérience, un plateau entre 11 et 25 ans d'expérience, et puis à nouveau un pic pour les pricers les plus seniors. Ce que je tiens à ajouter par rapport à cette vision, c'est bien sûr, qu'il s'agit ici de moyenne. En fait, il y a des écarts qui sont déjà importants en fonction d'énormément de critères, le background, les secteurs c'est pour chacune des barres que vous voyez là. Et puis deux, il faut lire ce graphique à l'aune de ce qu'on vient de se dire. Et donc, il y a facilement 20 à 30% que vous pouvez ajouter au salaire que vous voyez là aujourd'hui, en particulier dans ce ventre mou, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc ce plateau entre 11 et 25 ans, je pense vous pouvez là aller chercher bien 30% pour si vous êtes en bas de la fourchette. Ici, je vous montre la version démoyennisée, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment surtout sur ce plateau-là que se jouent les écarts et les augmentations qu'on peut aller chercher. Dernière chose sur le salaire variable, vous avez ici une vision des salaires variables par niveau de seniorité, donc à nouveau ce qui était observé à l'automne dernier. Aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire si vous êtes analyste, c'est, vous voyez ici, donc 75% des analystes vont avoir une part variable. Ce que je vous encourage à faire, c'est de négocier au moins 10% de part variable si vous êtes analyste, et puis au moins 20% si vous êtes manager ou directeur. Et là aussi, c'est un élément sur lequel vous pouvez jouer aujourd'hui dans votre négociation ou votre renégociation si vous restez dans votre société. J'ai vu, alors, en package complet, dans le contexte actuel, dans des missions de recrutement pricing, certaines personnes demandaient plus 40% de salaire par rapport à ce qu'elles touchent aujourd'hui. En temps normal, on se serait dit, il est quand même gonflé, on a du mal à justifier une telle augmentation de salaire. Aujourd'hui, dans certains cas, ça passe tout à fait. Donc voilà, il faut vraiment en être conscient. Si jamais néanmoins, vous voyez qu'à un moment, la discussion bute sur la question du salaire, n'hésitez pas, comme disait Didier tout à l'heure, à évoquer des éléments de rémunération en nature. On a eu récemment un cas avec Marion d'ailleurs, où un recruteur nous a ouvertement posé la question de quelle rémunération en nature attendent aujourd'hui les candidats. Et donc ce recruteur était tout à fait prêt à sortir de sa politique générale pour faire des exceptions et se dire qu'elle allait faire la différence là-dessus, plutôt que sur la rémunération en salaire. Je partage avec vous tout de suite les résultats du sondage, et vous voyez que
parmi les personnes qui sont encore dans l'Assemblée, le plus gros des troupes va demander 10 à 20% d'augmentation, et on va avoir quand même 40% environ des personnes qui vont demander plus de 20% d'augmentation, avec quelques-uns qui vont jusqu'à 30%, 40% et au-delà. Donc vous êtes quasiment 15% à demander ces augmentations. C'est quand même très significatif, et bon, c'est un signal qui, je pense, va dans le sens de ce qu'on dit. Bon, un petit mot pour ceux qui sont dans les augmentations faibles de 5 à 10%. Alors peut-être que vous avez déjà un salaire très élevé, peut-être que vous êtes un peu timide sur le sujet. Bon. Passons à la suite. Hop. Voilà, on va bientôt conclure le webinaire, mais avant, ce que je souhaite faire, c'est quand même parler un petit peu des recommandations pour les recruteurs. Et je commence par Didier. Aujourd'hui, pour trouver le bon profil, est-ce qu'il faut s'inscrire à un cours de danse du ventre pour séduire les candidats, Didier? Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, au-delà de la joke, il y a un vrai sujet d'élargissement des canaux de sourcing. Et aujourd'hui, les recruteurs on estime aujourd'hui qu'il faut au moins avoir 5 canaux différents de sourcing, ce qui était auparavant entre 2 et 3. Et par canaux de sourcing, j'entends la cooptation, mais aussi les communautés, mais aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux en particulier sont extrêmement émergents. Donc nous, c'est notre cas, par exemple, chez Manpower. Et ça devient même une des sources principales de recrutement. Et LinkedIn, par exemple, est un canal majeur de recrutement dans plus de 30% de nos recrutements de talents. Donc, c'est pour dire la place qu'a pris, par exemple, LinkedIn, mais finalement, plus globalement, les réseaux sociaux, parce que pour les jeunes, par exemple, on va avoir d'autres canaux. Et en fait, il faut aller très vite et savoir être hyper agile. Donc, il faut aussi disrupter un peu, parce que quelque part, le recruteur doit disrupter un petit peu son approche, parce que s'il cherche quelqu'un qui reste un certain temps dans l'entreprise, il faut penser adaptation, évolutivité. L'entreprise va évoluer, les métiers vont évoluer. On a besoin aujourd'hui de soft skills. Et ça ne se mesure pas de la même manière que les compétences techniques et les hard skills. Donc, il faut effectivement faire évoluer les canaux de sourcing, l'approche, et donc en particulier le recruteur, il doit absolument penser attractivité. Donc les salaires, là j'ai vu au vu du sondage que c'est plébiscité, très bien, et le recruteur doit absolument intégrer ça, mais il doit aussi penser avant tout ce qui fait l'entreprise sexy, et donc les conditions de travail, et mettre ça en avant, parce que ce sont des éléments qui comptent finalement dans la décision des candidats. Merci Didier. Marion, quels seraient tes conseils aux recruteurs? Moi, je conseillerais de chasser, c'est-à-dire d'aller vraiment cibler, comme on disait, le profil du pricer va être très différent en fonction de son environnement actuel, de sa casquette principale, est-ce que c'est marketing, financier, etc., commercial. Du coup, d'aller vraiment chasser en ciblant à partir de ça, parce que sinon, c'est trop large et en fait, il va perdre vraiment beaucoup de temps. Et également, alors je rejoins ce qu'a dit Didier sur les réseaux sociaux, tout ça, et comme on disait, en fait, il y a comment on attire et il y a surtout comment on garde les talents. Et du coup, c'est vraiment comment on transforme en fait l'entreprise aujourd'hui. On ne peut plus être sur les mêmes schémas qu'avant. Et donc, comment on transforme aussi les modes managériaux, cette souplesse d'organisation du travail, etc., dont on a parlé. Donc, c'est comment on fait ce changement de l'intérieur qui fait qu'on va séduire, mais surtout qu'on va garder ensuite les talents au sein de l'entreprise. Ok, alors je complète pour les sociétés qui cherchent à recruter en particulier un expert en pricing. Pour moi, vous l'aurez compris, le principal enjeu est de rendre le sujet sexy, montrer, je pense, que le pricing dans votre société n'est pas un job de technicien que personne ne comprend et qui travaille en silo, mais un sujet multidisciplinaire, transverse, qui demande un champ de compétences large
avec une forte exposition au comité de direction. Évidemment, ça va fortement valoriser vos candidats. 2, valoriser le titre. N'hésitez pas à l'upgrader, à mettre du directeur, du VP. Mettez du Head of Pricing, que j'aime bien, parce que c'est un titre qui est un peu indolore, qui correspond rarement à un grade réel dans les sociétés traditionnelles. Ce n'est pas le cas dans les startups, mais dans les sociétés habituelles, c'est moins le cas, et on peut mettre derrière un titre, un grade de manager ou de directeur. Accoler autre chose à la notion de pricing, ça peut être Head of Pricing and Product, and Data, and Performance. Ça vous permettra d'attirer des personnes qui, certes, sont des expertes en pricing, mais qui cherchent à changer de société pour compléter leur palette de savoir-faire, des personnes qui cherchent à apprendre autre chose. Et puis 3, réécrivez votre job desk avec une personne extérieure, donc le club ou un consultant en pricing hors du club, peu importe, mais quelqu'un qui vous aide à comprendre comment le pricing est exercé ailleurs, ou comment il est exercé avec un niveau de maturité supérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un même titre peut cacher des réalités très différentes. Et donc quelqu'un qui vous aidera à déterminer où le pricing pourra aller demain chez vous. Ça donnera de la perspective au poste, ça permettra d'attirer des talents qui emmèneront plus loin la fonction, les gains de marge de votre société. Et naturellement, c'est un exercice qui est quasiment impossible à conduire seul. Alors, avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne 1 ou 2 questions à nouveau, toutes mes excuses, et merci à tous ceux qui sont restés malgré le dépassement du timing. Vu l'ampleur du sujet, on aurait dû faire une session beaucoup plus longue, je le reconnais. J'ai une question de Quentin Le Provost, à laquelle, Marion, tu as commencé à esquisser une réponse tout à l'heure. Sa question est la suivante. Ne pensez-vous pas que cette inadéquation demande-offre sur le marché du travail réside aujourd'hui dans l'incapacité des entreprises à restructurer leurs organisations? Marion, peut-être pour compléter avant d'écouter Didier. Et bah, du coup, oui, en partie. Je pense que, comme je disais, hein, il y a un vrai enjeu de repenser la manière dont on fait entreprise aujourd'hui. Ce que disait Didier sur la recherche de quête de sens, la recherche de cette flexibilité du travail. Enfin voilà, tout ce qu'on a dit, ça encourage à repenser aujourd'hui les organisations. Alors, ça ne correspondra pas toujours à tout le monde. C'est-à-dire qu'on aura toujours des entreprises beaucoup plus classiques et traditionnelles quand même. Donc, on n'aura pas un mode d'entreprise uniforme. Mais du coup, en effet, il y a cette tendance à repenser vraiment le système organisationnel aujourd'hui, complètement. Merci. Didier, tu veux compléter ? Non, enfin, juste dire un mot, c'est que naturellement, les entreprises, avec un monde qui évolue à cette vitesse, doivent évoluer, et les organisations en particulier sont touchées. Donc, il y a aussi le fait des organisations qui évoluent sous la pression du marché. Bien sûr, sous la pression des attentes des équipes et des candidats, enfin, et du personnel, mais aussi sous la pression du marché. Parce qu'en fait, les entreprises doivent avoir de plus en plus d'agilité pour aller vite et répondre vite. Aujourd'hui, prime aux entreprises capables de répondre très vite à leurs clients, ça c'est absolument indéniable. Et il y a également un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est la digitalisation. Et la digitalisation amène des disparitions de certains métiers et donc des organisations qui évoluent vers un peu plus de valeur ajoutée. Il y a une robotisation des cols blancs qui est en cours. Et ce point-là, l'homme a toujours sa place, mais l'homme va avoir la place du service et de la valeur ajoutée. Et les tâches répétitives vont être dévolues à la machine. Alors tout ça amène des forts changements dans les organisations et donc des opportunités pour toutes les personnes extrêmement adaptables qui ont des soft skills en fait. C'est aussi une des raisons de l'importance que prend de plus en plus les soft skills. Merci Didier. On va conclure avec une question de Beryl que j'aime bien puisqu'elle est pragmatique et elle s'adresse à celles et ceux qui souhaitent rester dans leur société et qui souhaitent faire comprendre à leur société qu'il y a des choses qui jouent actuellement sur le marché de l'emploi et une revalorisation des salaires à envisager pour retenir les talents. Et donc Beryl, qui souhaite rester dans sa société, nous demande comment faire comprendre ces enjeux de salaire à son entreprise lorsqu'on souhaite rester. Quels sont les moyens de convaincre les RH. Marion, tu veux commencer? C'est une belle question, ouais.
En fait, ça va dépendre du quel est le logiciel dans lequel réfléchit CRH et sa direction. Je pense que c'est important d'analyser c'est quoi pour eux les leviers. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans l'audience sont familiers avec les différents profils et notamment le DISC, mais les différents profils de personnalité, mais il y a des personnes qui vont être très orientées résultats, d'autres très relationnelles, etc. Donc, à voir quel est l'enjeu pour ces RH et du coup, comment les convaincre. Mais s'ils sont très orientés résultats, par exemple, il faut leur parler chiffres. Donc, qu'est-ce que cette personne arrive à faire économiser à l'entreprise, en fait, ou à faire gagner en marge, etc. Donc, arriver à démontrer chiffres à l'appui, quel est le gain grâce à ce rôle, et du coup, arriver à négocier ainsi un gap. Après, très réalistiquement, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire un vrai pas salarial au sein d'une entreprise qu'en changeant. Donc, malheureusement, cette personne n'aura pas une très forte évolution de salaire a priori en restant au sein de son entreprise. Mais bon, il n'y a pas que ça qui est important. Mais voilà, en s'appuyant, en essayant de comprendre c'est quoi vraiment l'objectif de CRH et de sa direction, c'est quoi eux leur mode de réflexion et ce qui est prioritaire pour eux, et en parlant leur langage, en fait, elle va pouvoir appuyer, alors là on est plus dans des questions de négo, mais elle va pouvoir appuyer sur les points importants qui vont lui permettre de négocier. Merci Marion. Didier, tu veux compléter? Ce sera le mot de la fin. Eh ben, je suis bien d'accord avec Marion, c'est bien un rapport de force quelque part, mais qu'il faut mener avec doigté et intelligence. Bon, ça fait partie du poste de pricer en particulier, cette forme de diplomatie, parce que il y a de multiples interlocuteurs. On gagne plus à partir à l'extérieur, c'est une grande évidence, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est possible au sein d'une entreprise. Il faut en particulier savoir se montrer un peu incontournable. Et ça, c'est aussi de savoir montrer ce qu'on apporte à une entreprise. Donc, je rejoins complètement Marion sur ce point-là. Savoir se valoriser auprès des RH, c'est important, mais aussi auprès de son propre manager et de montrer en quoi on est incontournable et en quoi c'est plus cher d'aller chercher quelqu'un sur le marché. Et je pense que c'est des points qui peuvent être abordés en toute franchise. On disait que voilà, les personnes s'expriment de plus en plus, et c'est vrai aussi au sein d'une entreprise. Merci Didier. On va devoir conclure. Il y a plein d'autres questions intéressantes, notamment Stéphanie sur le basculement d'un modèle de salariat vers freelance qui serait accentué. Lisa sur la distorsion entre Paris versus région. On pourra revenir vers vous par email si vous souhaitez qu'on continue la discussion. En tout cas, déjà un grand merci à vous deux, Marion et Didier, de nous avoir éclairés sur ces sujets de manière factuelle. On sent tous bien les tendances, mais on n'a pas forcément les chiffres, les faits derrière, et vous avez bien creusé le sujet, et maintenant on a tous une bonne compréhension. Donc merci, ce sujet est passionnant et puis très utile pour nous tous. Merci aussi à l'audience d'être resté pour votre participation active. On reste bien entendu, le club reste à votre disposition pour approfondir le sujet, que ce soit informellement, si vous ouvrez un poste et que vous vous demandez si la job desk est bien rédigée, on discutera avec vous avec grand plaisir. Ou bien pour vous accompagner plus globalement dans votre recrutement. Si vous êtes candidat, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On restera évidemment tout à fait discret. Vous pouvez nous envoyer votre CV. On reçoit énormément d'offres de nos membres, souvent avant qu'elles soient publiées. Et donc là, on se fera un plaisir de faire le matchmaking. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. On se retrouve avec le club pour un événement à la rentrée en septembre où on va parler de communication toujours, mais cette fois-ci de communication autour des hausses de prix dans le contexte inflationniste. Certains ont plus de facilité à faire passer les augmentations, d'autres, au contraire, plus de difficultés et mettent en place parfois des systèmes, ce qu'on appelle des battle cards, pour expliquer, défendre les augmentations de prix. Donc il y a toute une communication qu'on peut travailler de manière savante, et on va approfondir comment tous ensemble début septembre. Merci beaucoup et à très bientôt.